Du sens et du rire. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de notre podcast Du sens Et du rire. Un podcast pour partager ce qui fait sens selon nous, mais avec humour, parce que le rire... C'est important. 11e déjà quand même. Ah, c'est beau, c'est beau. Je suis Laetitia Exbraya et j'aime me sentir libre de mes choix autant que je déteste me sentir esclave des choix d'autrui. Je suis Aurélie Jure et je n'aime pas choisir. Et on n'aime pas choisir. Non, c'est vrai parce que choisir, c'est renoncer. Et c'est dur. Bah oui, dire au revoir à quelque chose. Ah non, 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 non. La fin, tout ça, bof. Vous l'aurez compris, le thème de ce mois-ci, c'est Le choix. Pour illustrer notre propos, la citation du mois, nous allons en proposer une chacune. Quel est ton choix, ma très chère ? Eh bien, moi, je dirais celle de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Choix et conscience sont une seule et même chose. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi celle-là Oui. ou après? Non, moi je veux savoir maintenant. Je dirais parce que plus on est dans un état de conscience élevé, plus on peut justement faire des choix qui vont être en correspondance avec ce qu'on souhaite et ce qu'on veut dans la vie. Plus moins on est conscience de qui on est et de ce qu'on fait, plus nos choix vont être légers, plus on va les subir. Oui, et plus ils pourront être faits en réaction plutôt qu'en alignement, quoi. Exactement. C'est une interprétation, mais... Ouais. Et toi, dis-moi. Eh bien, moi, c'est une citation anonyme dont finalement le sens est repris par beaucoup. La vie est faite de choix et les choix font la vie. Autrement dit, nous sommes un peu la somme de nos choix. De l'importance, en fait, de ces choix. Et peut-être cette importance génère-t-elle justement la peur de faire des choix. Avant de développer notre propos, la définition du Larousse, le choix, avant tout, c'est une action de choisir quelque chose ou quelqu'un et de le prendre de préférence aux autres. Donc, on fait une préférence, on choisit quelque chose, quelqu'un, sous-entendu. Eh bien, on renonce à autre chose, on renonce à quelqu'un d'autre. Mais là, moi j'ai envie de ne pas être d'accord avec Larousse. Disons non à Larousse. Non Larousse. Non, Larousse. Est-ce que le non-choix ne serait pas aussi un choix? Quelque part. Parce Oui. que c'est une non-action, mais qui amène à avoir des conséquences. Donc, mais je pense qu'on peut dire quand même que c'est une action de choisir de ne pas choisir. Tu vois. Et oui. À un moment donné, tu te positionnes. Peut-être que c'est une en tout cas, action ça a une inconsciente. posture, une position. Ouais. Ça peut être ne pas choisir, ça peut être conscient ou inconscient, mais c'est une action. Donc, tu es d'accord avec Larousse? Ah bah finalement, je suis peut-être d'accord avec Larousse. Finalement, ne pas choisir, c'est un choix. D'accord, Larousse. C'est un choix aussi. Merci Larousse. Alors pour approfondir ce sujet, faire des choix, je vois deux choses qui s'opposent. D'abord les choix que l'on fait, qui révèlent qui nous sommes, et puis les choix que quelqu'un d'autre va faire pour nous, les non-choix qui nous interrogent sur qui l'on est. Et on disait tout à l'heure que finalement ces choix que quelqu'un va faire pour nous, que l'on choisit de ne pas faire à un moment donné, ça révèle aussi beaucoup de notre inconscient. Ouais, notre inconscient et même de toute notre personne. Même. Qu'est-ce qui est révélé derrière tout ça? Derrière le choix et le non-choix. Ouais. Voilà, quand tu fais un choix, c'est qui je suis. Quand tu fais pas le choix, c'est la question qui suis-je. Mais ça révèle dans tous les cas ta personnalité. Il n'y a pas de dualité, hein? Il n'y en a pas de la dualité. Il faut arrêter la notion de dualité. Alors, dans un idéal, il faudrait l'arrêter, mais en réalité, il y en a.
Parce Oui, que oui. sinon, on ne serait pas là. Mais elle existe plutôt dans une notion de complémentarité et d'autres options, au-delà de cette dualité, une option, l'autre option, et puis point barre, quoi. De toute façon, si on crée quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va se créer en complémentarité. Et effectivement, pour qu'il y ait toujours un équilibre que l'on voit ou qu'on ne voit pas, mais l'équilibre est toujours plus ou moins là. Et donc, cet inconscient, il reflète aussi des schémas familiaux. Moi, ce que j'entendais dans cette notion de non-choix, ou les choix que quelqu'un va faire pour nous, c'est par exemple les choix que nos parents ont fait pour nous, ou les choix à un moment donné qu'on fait pour nos enfants. Je dirais que le choix que l'on va faire, voilà, c'est bien à distinguer. Déjà, le choix que l'on va faire pour nous va révéler réellement comment on veut se positionner, nous, dans la vie, dans notre vie. Et après, le choix qu'on va vouloir faire pour les autres, parce qu'on ne peut pas faire autrement que le faire pour eux à certains moments, va révéler aussi notre bonne intention de faire, mais surtout la responsabilité qu'on a envers ses choix et envers la vie en général. Ça m'évoque aussi cette notion d'être actif ou passif. Quoi qu'il en soit, tu te retrouves face à tes responsabilités à un moment donné, quoi. Voilà. Mais différemment selon que tu les choisis directement ou selon que quelqu'un les choisit pour toi ou que tu te retrouves face au fait accompli. Mais par rapport à soi, c'est à la fois plus facile et plus difficile aussi de faire un choix pour soi que pour les autres. Parce que c'est plus facile dans le sens où il suffirait d'être à l'écoute de nos propres besoins et nos propres envies. Alors ça nécessite de pouvoir être à cette écoute, d'être capable de cette écoute. Pas forcément évident. Alors il y a être capable de cette écoute par rapport à comment tu es, quelle est ta confiance en toi, quelle est ton assertivité, mais il y a aussi quel est le contexte dans lequel tu vis. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une vie de famille par exemple, les choix que tu fais, ça n'impacte pas que toi. Et la responsabilité de ton choix, elle est plus lourde à porter, entre guillemets, ou en tout cas, elle est plus lourde de conséquences. Alors, lourde, c'est peut-être pas le bon terme selon le choix que tu fais, mais typiquement, quand tu choisis de t'investir pleinement dans ton travail parce qu'il te passionne et que tu t'éclates, ça a des répercussions sur ton quotidien, ta vie familiale, ta vie de couple. Donc, tu as quand même cette responsabilité de maintenir l'équilibre tout en suivant ton choix, qui fait que ton choix il est plus pesant que si tu es par exemple adolescent et que t'as pas trop de questions à te poser et que tu choisis de te barrer un an en voyage. Certes, c'est des questions en plus à se poser. Mais alors, concernant les enfants, si tu es à l'écoute de leurs besoins minimum, je dirais, si je peux parler ainsi, leur écoute émotionnelle, s'ils te voient eux pleinement heureux, c'est que ton choix est le bon. Si tu es satisfait. Écoute, vaut mieux être trop présent au travail, mais montrer que tu es heureux, que trop présent à la maison et montrer que tu es malheureux. Oui, oui, oui. Si quand même tu t'occupes un petit peu d'eux. Enfin, c'est un avis Ouais. personnel. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est ce qu'on projette, je pense, par rapport à nos propres enfants. Il n'en reste pas moins que les choix qu'ont fait nos parents pour nous à un moment donné, soit de rester ensemble pour s'occuper de nous, soit de se séparer pour justement, tu vois, proposer un cadre soi-disant plus équilibré, bah ça nous impacte. Et ça, quelque part, ça demande quand même une notion d'empathie dont les enfants potentiellement ont cette capacité. Mais tu vois, moi je serais tentée de dire en tout cas que personnellement, en tant qu'enfant, tu vois, de couple séparé, je retire quand même de la tristesse et je me souviens quand même de ce moment de la séparation comme d'un moment très difficile, quoi. Et je pense aussi qu'on a trop tendance à réfléchir à la place des enfants, des fois. Parce que si on veut réfléchir à leur place, on ne fait jamais rien. Des fois, il suffirait de leur demander leur avis et puis d'en parler un petit peu avec eux. Puis finalement, on se rend compte que ça va beaucoup mieux pour eux que ce qu'on peut penser. Et moi, en tant qu'enfant de parents non séparés,
je peux dire que j'aurais toujours voulu qu'ils se séparent. Je vais peut-être pas faire écouter ce podcast-là à mes parents. Je les aurais toujours trouvés beaucoup plus heureux séparés qu'ensemble. Et oui, c'est ça. Bon, moi, dans le fond, après, si tu veux, ça m'a attristée. Et je m'en souviens quand même, tu vois, de ce choc émotionnel à ce moment-là. Mais somme toute, je trouve que le reste, c'est quand même très bien passé. Dadinou, je t'aime. Et tu vois, c'est... Enfin, voilà, la reconstruction familiale qui s'est opérée ensuite s'est avérée positive et pleine de bonnes choses aussi, quoi. D'où la question de l'évaluation des conséquences, en effet, au moment où tu fais ton choix, que tu ne maîtrises pas pleinement, en fait. Donc il y a un lien entre je fais ce choix, j'en prends la responsabilité parce qu'il va avoir des conséquences que je ne peux pas maîtriser à l'instant T, mais je fais le choix de rentrer dans cette action de choix, blablabla, choix, en prenant mes responsabilités. Ouais, là c'est là que ça me fait penser forcément à Franck Lobé quand tu as dit il ne peut pas y avoir de bon ou de mauvais choix. Parce que ce que tu penses être la meilleure de tes décisions sur le moment va peut-être avoir les conséquences les plus horribles sur ta vie, puisque tu penses être la pire des décisions va peut-être avoir les meilleurs effets sur ta vie possibles. Donc on ne peut jamais savoir réellement les conséquences de tel ou tel choix sur sa vie. Bon, il suffit d'assumer et puis d'être en cohérence avec ce qu'on a envie de faire sur le moment. Pas être totalement irréfléchi, certes, mais quand même d'être cohérent, responsable, à l'écoute, aligné. Et puis de suivre son cœur, parce que après tout, on parle d'équilibre. J'entends quand même beaucoup d'équilibre émotionnel finalement dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'écoute émotionnelle des enfants ou même de l'écoute de nos propres émotions au moment où on va prendre ce choix. Et d'ailleurs, l'illustration que j'avais proposée pour le développement, il y a à la fois un cœur, parce que le choix c'est quelque chose qui vient du cœur, et puis il y a une croix qui pour moi illustre un peu la raison, et qui me permet d'embrayer sur le micro-trottoir. Le micro-trottoir a été assez bref. En fait, il y a eu une seule personne interrogée pour ce micro-trottoir, Chéritou. On a choisi la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et donc ce que j'ai bien aimé dans sa réflexion, c'est que quel que soit le choix que tu fais, selon tes croyances, et notamment si tu as la foi, ton choix t'apportera sur ton chemin d'une voie détournée et facile ou d'une voie simple et difficile. Bon, c'était pas l'association des mots qui allait bien. Soit une voie simple et facile parce que tu es bien rentré dans le dessein, tu vois, que le créateur a pour toi, soit dans une voie plus compliquée parce que finalement tu as essayé un peu de sortir de son dessein, mais que lui il t'y ramène, quoi. Et bien, il rentre totalement en cohérence avec les physiciens quantiques, mine de rien. Que si on écoute Philippe Guillemont, justement notre chemin est tracé. On va vers ce point-là. Mais on a le libre arbitre qui fait qu'on peut choisir telle voie, telle voie, telle voie, telle voie. Et puis, sur notre parcours, visiblement, choisir d'avoir une et une autre expérience possible. Donc, c'est vrai que la notion de libre arbitre rentre pour faire tel ou tel choix. Mais si effectivement on en suit certaines croyances, on a effectivement un but déterminé à partir du moment où on arrive sur cette planète Terre. Après, à nous de choisir comment suivre ce chemin. Okay. Ou sur quel chemin prendre pour arriver à ce but-là plutôt. Moi, ce que j'aime et ce que j'ai envie de retenir de ce que tu as dit, c'est en tout cas cette notion d'expérience. Finalement, quand tu fais un choix, tu choisis d'expérimenter quelque chose. Ou quand tu ne choisis pas, bien sûr, mais du coup, quel que soit le chemin que tu crois suivre, mettons qu'il est déjà écrit, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, en tout cas, ton choix, ça révèle tes expériences et ça
construit aussi ton chemin et ça te ramène, voilà, ça permet de paver ton chemin. Mais c'est ça, tu vois, Mais tu as la possibilité, grâce à ce choix, d'écrire toi-même ta propre histoire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le chemin qui soit tracé ou pas, tu écris ta propre histoire au travers de ces expériences qui sont le reflet de tes choix ou de tes non-choix. Une notion que je voulais également partager, que j'ai découverte quand j'étais assez jeune et qui m'avait beaucoup parlé, c'est la notion de FOMO, F-O-M-O, qui est une traduction de Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Alors là-bas, c'est un concept marketing pour dire quand on a peur de passer à côté de la mode, et ben, du coup, on va à fond dans la mode. Mais moi, ça m'avait évoqué quand j'étais crevée, épuisée de la semaine, mais qu'on me proposait une fête le vendredi soir, et que j'y allais quand même si j'étais épuisée, parce que je ne voulais pas manquer cette fête, et de voir quelqu'un... Là, je vois bien l'image, ouais. Tu vois, donc, il y avait cette notion qui m'a longtemps parlé, et j'ai découvert qu'au-delà de cette notion, il y avait une nouvelle notion qui s'était proposée en face, qui s'appelle le JOMO, le Joy of Missing Out, donc la joie de louper des choses, de manquer des choses, parce que justement, eh bien, tu choisis de réduire ta consommation, de faire plus attention à toi et de te déconnecter à un moment donné pour te ressourcer, te retrouver, ce qui m'évoquait relativement le lâcher-prise finalement, ce fameux lâcher-prise, quoi. Et donc, entre FOMO et JOMO, il y a la peur versus la joie. Et c'est vrai que quand on fait nos choix, il y a quand même cette notion de peur qui prend peut-être encore plus de place que la notion de joie. Oui, c'est la peur de se tromper, de rater, effectivement, comme tu disais, de dire au revoir aussi. Comme on dit, c'est renoncer, mais c'est aussi la peur de l'inconnu, aussi la peur de vivre une expérience en particulier, vu qu'on a envie d'aller vers quelque chose, mais comme ce quelque chose peut être inconnu totalement, on préfère rester dans l'expérience du connu plutôt que se jeter dans quelque chose qui nous fait peur parce qu'il est inconnu, même s'il est très attractif. Donc c'est ça qui peut aussi bloquer le choix, je pense, à certains moments. Oui, parce que ce vide intersidéral entre tes choix, tu vois, quand tu mesures pas justement les conséquences et que tu essayes un peu de rationaliser justement tes choix, c'est vrai qu'il est effrayant, quoi. Mais oui, la peur, c'est quand même ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Oui. Mais il faudrait des fois réussir à mettre ses instincts de côté pour réussir à vivre certaines expériences qui ne nous mettent pas notre vie en danger, quoi, quand même. Et qui nous apporte de la joie. Et qui nous apporte en plus parce de que la joie. C'est important. Et le rire. Et pour conclure ce 11e podcast, j'ai sélectionné une blague qui m'a plu. Un enfant dit à son père : « Si on te propose de l'argent ou un cerveau, que choisis-tu ? » ?»« Le cerveau !» crie le père. L'enfant répond : « Moi, l'argent. Chacun choisit ce qui lui manque. » Intelligent, le petit. Mais donc, il y avait cette notion un peu humoristique et en même temps, tu nous as trouvé quand même quelque chose d'inspirant. Et pourtant, c'est les mignons qui sont en photo là sur cette blague. Et oui, notre fameuse blague mignonne. Cette non-blague pour le coup, parce que là, c'est mignon. Dans la vie, tu as deux choix. Le matin, soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Allez, Zo, va réaliser tes rêves. Allez, allons réaliser nos rêves. Et alors, du coup, je veux bien faire une spéciale dédicace à un site internet, un blog, un Facebook qui s'appelle « Les temps sont durs pour les rêveurs » et dont, on va dire, la maxime
c'est la définition d'un mot que je trouve magnifique et qui s'appelle jubjoter. Et en fait, jubjoter, ça veut dire sortir d'un rêve, enfin se réveiller et se rendre compte qu'on était dans un rêve qui nous plaisait tellement qu'on choisit de se rendormir Ah oui. pour continuer. Ah, ça c'est bon, mais il se passe tellement de choses la nuit. Moi, je vous souhaite de profiter de vos nuits à fond, quoi. C'est ça, profitons de nos nuits, profitons de nos rêves pour le matin venu faire les bons choix.